Et cette tour Eiffel, je crois, doit mériter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa place au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, au même titre que le Mont-Saint-Michel ou d'autres grands monuments du monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Philippe Coupery-Eiffel, l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel et grand défenseur de la mémoire de l'œuvre de Gustave Eiffel. Monsieur Philippe Coupery-Eiffel, bonjour. Bonjour, Madame Chen. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir sur Mandarin TV. Eh bien, le samedi 15 février, j'ai reçu un message de votre part sur mon WhatsApp. Vous avez écrit ceci: une reconnaissance inattendue au Sénat. J'avoue avoir été content. Alors, de quelle reconnaissance s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien, écoutez, j'étais invité au Sénat. C'était à l'occasion d'une soirée qui prévoyait des remises de médailles aux personnes méritantes qui avaient participé par leurs actions au bien public, des médecins, des mécènes ou des personnes philanthropes qui apportaient du bien et du beau dans notre monde qui en a besoin. Ouais. Et j'étais invité pour le dîner. Donc j'y ai été, c'était très agréable et très aimable de m'avoir invité. Et on m'a demandé, je voulais repartir à la fin du dîner, et on m'a dit, écoutez, non, il faut que vous restiez. En fait, on a une surprise pour vous. Écoutez, vous êtes très gentil, je pensais que c'était un petit cadeau, pas du tout. On m'appelle sur l'estrade, et là, on m'a remis effectivement une médaille d'or pour mes actions en faveur de la mémoire, une reconnaissance de la part de cet organisme qui est la Ligue universelle du bien public, qui est rattachée à l'ONU et rattachée à l'UNESCO. Et donc, cette médaille d'or, bien écoutez, ça m'a fait plaisir, parce que tout ce qui a été expliqué par la personne qui me l'a remise était finalement assez factuel et assez vrai. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre dans les espaces dédiés à Gustave Eiffel, et j'ai eu la chance de pouvoir aussi avoir du temps et d'avoir l'occasion de rappeler tout le travail qu'il a fait à travers les 100 ans du laboratoire Eiffel, un film que nous avons fait avec ma famille sur Gustave Eiffel, tous les descendants y ont participé, que ce soit des colloques dans des universités, des relations aussi avec la Chine, bien évidemment. On va y venir, hein, oui, de toute façon. Enfin, vous savez, ça fait partie aussi des nombreuses actions que j'ai réalisées pour favoriser la connaissance. Exactement. Et les valeurs de la mémoire de mon illustre aïeul, Gustave Eiffel. Eh bien, justement, en parlant de valeurs, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'esprit Eiffel? Alors écoutez, l'esprit Eiffel, je crois qu'il a été donné d'abord par l'ingénieur lui-même, à sa famille. Il a réalisé des constructions, des passerelles, des ponts, des monuments, des gares, qui rassemblent et qui réunissent les gens. Il n'a pas construit de mur, et je le dis souvent. Et il a construit un symbole qui est la tour Eiffel, qui aussi, bien, par sa réalité de construction, par la réalité du savoir-faire technique, mais aussi par l'intérêt spirituel qu'elle suscite, eh bien, l'esprit Eiffel est résumé finalement dans cette tour Eiffel. C'est-à-dire, l'esprit Eiffel, c'est un esprit de partage, c'est un esprit d'audace, c'est un esprit d'invention, c'est un esprit c'est une philosophie, je crois, qui aujourd'hui a sa place. C'est une philosophie symbolique. Je le répète souvent, Gustave Eiffel avait déposé l'image de sa tour Eiffel en 1885 auprès du tribunal de commerce de Paris avec ses ingénieurs, Maurice Coquelin et Émile Nouguier. En 1889, 3 mois avant l'inauguration de sa tour, il déclare devant les observations du commerce parisien et du monde, je déclare, il l'écrit, n'est-ce pas, que la tour est désormais libre de droit. Chacun peut la reproduire
alors que je m'en suis réservé l'image. Alors qu'il l'a construit, alors qu'il l'a financé, alors qu'elle porte son nom, eh bien, Gustave Eiffel a souhaité, peu importe s'il y a eu des pressions, des choses comme ça, il y a toujours des gens qui peuvent imaginer qu'il l'a fait parce qu'il l'a... Mais enfin, il l'a écrit de façon claire, nette et précise. Il a écrit « Je laisse cette tour Eiffel au monde ». C'est un symbole universel. C'est ça. Qui réunit le monde entier, aime venir voir la tour Eiffel. C'est formidable d'avoir cette image, c'est formidable d'avoir ce symbole. Et c'est formidable pour un descendant, dont je suis un des descendants, c'est formidable de pouvoir le rappeler et essayer de faire partager ces valeurs qui, aujourd'hui, sont utiles. La France a de la chance d'avoir un tel monument, la ville de Paris aussi. Et je crois que la symbolique, dégagée par cette tour Eiffel, doit être reconnue par l'UNESCO. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Justement, on peut en parler tout de suite si vous voulez. Alors, il aurait pu vous laisser, on va dire, une fortune financière derrière lui, alors qu'au lieu de cela, il a laissé l'exploitation de l'image de la Tour Eiffel libre de droit. Ça veut dire que, en fait, il vous a laissé comme fortune l'esprit de partage. Eh bien oui, vous savez, je crois que la plus grande fortune, c'est celle que l'on partage. La plus grande fortune, c'est celle que l'on a dans sa tête. Ce sont les projets qu'on peut avoir. Si on a, ou même quand on a beaucoup d'argent, on peut faire des projets, bien sûr. Mais au bout du compte, le partage, à mon avis, est une chose essentielle. C'est une chose essentielle parce que c'est un devoir. Et quand on a finalement partagé, ou qu'on a même donné, ce qu'a fait Gustave Eiffel en 1889, eh bien, il est reparti après sur d'autres expériences. Il est reparti sur d'autres voies. La vie a été difficile pour lui, parce que la Tour Eiffel a été difficile quand même à construire. Parce que c'est lui qui l'a financé en plus. C'est lui qui l'a financé à 80%. Et il a laissé son nom. Mais ça a été compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de procès. Les gens ne voulaient pas que cette Tour Eiffel soit construite à Paris. Beaucoup d'artistes ont dit elle dénature Paris, elle ne sera... Gustave Eiffel a défendu son image, il a dit elle sera belle, pourquoi voulez-vous qu'elle dénature Paris? Bien au contraire, elle a des formes qui sont des formes harmonieuses, qui ont été calculées par la science, par les calculs mathématiques. Et cette Tour Eiffel, je crois, doit mériter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa place au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, au même titre que le Mont-Saint-Michel ou d'autres grands monuments du monde. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, donner une valeur financière à cette grande Tour Eiffel, à cette grande dame de fer? Oui, la valeur financière, ça vous donne une idée. La chambre de commerce de Monza Brianza a fait une étude qui est très fouillée. J'ai rencontré les personnes qui ont fait cette étude. Elle a été estimée à 434 milliards de dollars par rapport à ce qu'elle représente pour le tourisme, pour l'imaginaire, pour les publicités, pour la force qu'elle peut donner, la lumière qu'elle peut apporter pour notre pays d'abord, pour le monde ensuite. C'est vraiment une icône qui descend un peu du ciel, si vous voulez, on peut dire. Et ça, je dois dire, c'est pour moi un très grand plaisir de le rappeler et d'insister beaucoup sur cette symbolique. Toutes ces entretoises qui se réunissent pour former un tout, qui est cette Tour Eiffel, à mon avis, c'est une image qui se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'avoir d'autres images sur elle pour se faire valoir. Elle est, en elle-même, elle a une force. Elle descend, alors, dans notre étude que nous réalisons pour la placer au patrimoine de l'UNESCO, avec le cercle scientifique Pierre Reyer, qui est un cercle d'éminents experts en matière de monuments, en matière d'art, en matière de culture.
Ce sont des gens qui travaillent sur l'authentification de tableaux, de maîtres. Je parle de Picasso, je parle aussi bien de Léonard de Vinci, par exemple, ou des sculptures comme celle de Giacometti ou celle de Brancusi, qui sont des très grands sculpteurs, à des cotes importantes. Ils authentifient et ils sont spécialistes, évidemment, de l'Antiquité. On voit que la Tour Eiffel descend, et c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé de façon précise dans l'étude que nous allons remettre à l'UNESCO, descend des plus anciennes constructions de l'Antiquité. Et donc c'est très intéressant de voir apparaître, alors que Gustave Eiffel a voyagé, beaucoup en Égypte notamment, qui est un des berceaux de notre civilisation ancienne. Se serait-il inspiré de la pyramide en Égypte? Il s'est inspiré de différentes constructions égyptiennes, comme des obélisques, comme la pyramide de Gizeh. J'ai pensé à l'obélisque tout à l'heure. Et en même temps, comme des pyramides, vous avez raison de le dire, mais aussi du Sphinx, ou vraiment des premières constructions de l'Antiquité. Mais on a même trouvé plus loin, on a retrouvé un clou. Qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, qui pourrait aussi rappeler la force du fer. Donc, si vous voulez, la Tour Eiffel est un marqueur de cette époque riche en découvertes. Exactement. Qui date il y a une centaine d'années, 1900. L'invention du téléphone, l'invention de l'ampoule électrique, l'invention du moteur à explosion. Ce sont une époque qui était quand même très riche. Gustave Eiffel a participé à cette... et surtout, il a posé là un marqueur de cette époque qui est reconnu mondialement. Je dois dire que je suis surpris, toujours étonné, que l'UNESCO n'ait pas reconnu la Tour Eiffel alors qu'elle représente toutes ces valeurs, les valeurs de partage et les valeurs de paix. Je suis étonné que la Tour Eiffel, à titre individuel, ne soit pas reconnue comme patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. C'est le travail que j'entreprends et ça me permet de parler évidemment de la mémoire et des valeurs que transporte, comme vous l'avez dit très justement, ce partage. On aurait pu être riche, la famille. Nous avons été suffisamment, nous avons eu beaucoup de chance que nous l'avons été suffisamment pour vivre et pour faire une vie quand même assez agréable, si vous voulez. Mais nous aurions pu devenir très riches. Est-ce qu'on aurait été plus intelligent? Je ne sais pas. Une fortune spirituelle, c'est la plus grande richesse que votre arrière-arrière-grand-père vous a léguée, à mon avis. Je pense, au bout du compte, peut-être est-ce qu'il s'en est rendu compte? Je ne sais pas. Il l'a fait, en tout cas. Il a partagé, il a laissé l'image de sa tour libre de droit. Il a, de fait, factuellement, laissé toutes ses inventions, tant au niveau de la météo, que de l'aérodynamique expérimentale, que de l'aviation naissante, ou que de la radiotélégraphie sans fil. C'est même lui qui a financé l'antenne, première antenne au sommet de la tour, pour pouvoir démontrer qu'on pouvait correspondre avec le monde grâce à la radiotélégraphie sans fil. Tout ça, c'était gratuit. Tout ça, ça a été un partage scientifique. Et je crois qu'au bout du compte, on peut retenir ça de Gustave Eiffel. Il a eu une vie mouvementée. Beaucoup de gens sont toujours contents de dire là il a été obligé, là il a été, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est 100 ans plus tard que son travail reste un travail moderne, un travail qui inspire, qui suscite de l'admiration, du plaisir, de la spiritualité, vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, le mot spiritualité est très bon, et je crois que cette spiritualité, nous en avons aujourd'hui besoin. On le sait, hein, vous êtes l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel. Eh bien, comment concrètement perpétuez-vous la mémoire de Gustave Eiffel? Alors vous savez, je la perpétue depuis longtemps. Déjà en 2008, nous avons écrit un film avec la participation de notre association
qui s'appelle Sur les traces de Gustave Eiffel. Toute la famille, je dis bien toutes les branches de la famille, ont pu s'exprimer dans ce film pour donner leur ressenti sur notre ancêtre. Ce film a eu beaucoup de succès, il a été présenté au festival du film francophone d'Angoulême, beaucoup de succès, il a reçu des récompenses, il est passé en boucle dans la 5. Nous avons montré ce film à l'Hôtel de Ville de Paris pour l'exposition Gustave Eiffel, le magicien du fer, qui avait lieu en 2009 pour le centenaire, pour le 20e anniversaire de la Tour Eiffel. Ensuite, ce sont des colloques, ce sont des livres. J'ai écrit 3 livres. Dédiés à la Tour Eiffel. Pas spécialement à la Tour Eiffel, dédiés à l'homme, dédiés à ma vie de famille. Vous savez, on a une famille aussi. Voilà, cette famille, Gustave Eiffel l'a voulu toujours unie. C'était le patriarche. On n'a jamais eu de difficultés familiales. Et il n'en a jamais eu. Donc, ça, c'est aussi très important, la famille, l'esprit, Eiffel, on l'a dit, et ce partage, eh bien, moi, je l'ai fait avec des livres, avec des films, avec des conférences dans les académies, avec beaucoup de participation aussi en Chine. J'ai été souvent, depuis 1995, je vais régulièrement en Chine. J'y étais beaucoup. J'étais avec un monsieur qui s'appelait monsieur Pierre Dombs, qui a d'ailleurs reçu la plus haute distinction. Je le connais, j'ai eu l'occasion d'interviewer Pierre Dombs. Alors Pierre Dombs était mon ami, c'est lui qui m'a emmené en Chine au début. Je vais le voir, maintenant il est un peu plus âgé, mais il a toujours beaucoup d'intelligence et il connaît parfaitement la Chine. Et donc j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance d'aller avec lui en Chine régulièrement. Nous avons essayé de faire des choses, essayer de partager bien des choses. Et plus récemment, j'avais un projet aussi en Chine important. Ben justement, on va en parler tout de suite. On sait que vous êtes le président de l'association des Amis de Gustave Eiffel. Voilà. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous parler en fait des liens que vous avez créés avec la Chine en tant que président de cette association? Beaucoup de liens depuis maintenant 16 ans que nous avons créé cette association de mémoire familiale qui est soutenue par une grande partie, une majorité des descendants. Cette association a permis de faire connaître auprès d'un large public la vie et l'œuvre de Gustave Eiffel. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai été le parrain de grands projets en Chine. J'ai eu l'occasion d'y aller souvent. Un grand projet en association avec un architecte et avec une personne qui s'occupait pour nous de le mettre en place en Chine, qui était un Français d'ailleurs. Et malheureusement, le Covid est arrivé, nous a bloqués et nous a pas permis de poursuivre. Mais enfin, on était bien engagés et je pense que nous aurions eu beaucoup de succès. J'espère le reprendre, pourquoi pas, vous savez, on ne sait jamais. Je crois que la Chine et l'Europe ont vraiment toujours été assez liés, finalement. La Chine est une très ancienne civilisation, l'Europe aussi. Et même si nous avons des cultures ou des moyens de penser un peu différents, au bout du compte, nous avons à peu près la même approche. Enfin, moi, j'ai la même approche. Cette approche de prendre son temps. De prendre son temps, de savoir partager et de savoir initier audacieusement, souvent, des choses qui nous permettent de nous entendre au bout du compte. Bien sûr. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à écouter M. Raffarin, qui a quand même aussi un ami de la Chine et qui la connaît bien, d'écouter son Excellence Lou Shaye, que j'ai aussi beaucoup apprécié, que j'aime beaucoup. Nous avons de très bonnes relations, tous les deux, relations amicales. Vous savez, ce qui est important, c'est d'abord de se connaître. Et ensuite, je serais très heureux de rencontrer, évidemment, le nouvel ambassadeur pour lui parler aussi des valeurs que j'essaie, modestement, mais avec un héritage magnifique du travail de ma famille,
que j'essaie de porter à travers le monde, et notamment à travers la Chine aussi, bien sûr. Selon le Figaro, vous avez imaginé en 2017 une marque de champagne portant le nom de Gustave Eiffel. Oui. Et les premiers flacons ont été mis en vente en 2021. Alors, quelles sont les spécificités de cette marque de champagne? Bien écoutez, vous savez, c'est une vieille idée que j'ai eue depuis très longtemps. Je fais ça depuis maintenant, on peut dire 1998 ou 2000. Au début, nous avions fait un champagne qui s'appelait aussi du même nom, mais qui n'a peut-être pas extrêmement bien fonctionné parce qu'on ne s'en est pas occupé suffisamment. Et là, depuis 2017, effectivement, nous avons avec un viticulteur de la région de Champagne, sur une parcelle de 14 hectares, nous sortons un champagne qui est là beaucoup plus travaillé, et qui est un hommage, bien entendu, au travail de l'ingénieur. Le travail de l'ingénieur, quand on va à la Tour Eiffel, c'est du champagne, c'est quand même quelque chose qui pétille, c'est quelque chose qui fait plaisir. Le champagne est un vin de fête. Je crois, ce n'est pas de la fête, on n'est pas dans la fête tous les jours. Mais Eiffel aimait bien. D'abord, il avait une propriété à Bordeaux qui faisait du vin, donc le champagne est aussi un vin. Et en ce sens, je fais ça depuis déjà de nombreuses années. Voilà. Et aujourd'hui, le groupe qui s'en occupe bien, avec des résultats. Ça commence à bien fonctionner. Effectivement, le Figaro en a parlé. Et j'espère que ça va se poursuivre dans des bonnes conditions pour pouvoir avoir l'occasion de rappeler que l'œuvre d'Eiffel, c'est aussi une œuvre de fête. Exactement, mais ce serait bien de voir ce champagne s'exporter vers l'Empire du Milieu. Eh bien, écoutez, vous savez, pour l'instant, nous ne le vendons qu'en France. Il faut bien commencer par la production. Par le premier pas. Par le premier, voilà, par le premier pas, oui. Voilà, exactement. Et ça fait, on peut dire, depuis 2017, depuis 2018, maintenant, ça se vend un petit peu, 2019. Depuis 2020, voilà, à partir après le Covid, ça a commencé un peu à démarrer. Et je crois j'espère en tout cas, que ça aura du succès. Ça rappelle une histoire, ça rappelle ce côté festif et ce côté amical que suscite, une fois de plus, l'œuvre de Gustave Eiffel. Exactement. En fait, j'ai lu que votre arrière-arrière-grand-père fêtait la construction de la Tour Eiffel au Champagne. Oui, il avait cet appartement qui était au 3e étage, dans lequel il recevait un bon nombre de personnalités. On ne peut pas y accéder, en fait. Le grand public ne peut pas y accéder. Non, mais maintenant, il a été beaucoup réduit. Autrefois, il était beaucoup plus grand. Il y avait à peu près 100 mètres carrés. C'était un grand appartement dans lequel il pouvait aller. Évidemment, il était un peu chez lui, parce qu'il a gardé la Tour Eiffel pendant 20 ans, quand même. Après, pour la laisser... ils ont laissé l'exploitation à une société et à la ville de Paris. Mais pendant les 20 ans dont il avait la responsabilité de cette tour, dans son exploitation, il a été évidemment souvent dans cette... je sais que le champagne pouvait aussi être un élément de réception dont il se servait pour faire plaisir à ses hôtes. Alors, boire du champagne à 300 mètres, c'est agréable, surtout à Paris, voilà, parce que ça reste encore le monument le plus haut de Paris. Et à l'époque, c'était le monument le plus haut du monde. Paris est une fête, n'est-ce pas? Paris est une fête. Et ça se fête au Champagne. Et ça se fête au Champagne, voilà. Voilà. Alors, juste avant cette interview, vous avez eu la gentillesse de m'offrir ce livre qui s'intitule Gustave Eiffel, la véritable histoire d'un immense bâtisseur. Oui. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me dédicacer ici? Avec grand plaisir. Oui. Alors ça, c'était une bande dessinée qui a été faite avec Joël Alessandra et Eddie Simon, et moi j'en ai fait le texte, etc. Et nous avons travaillé ensemble. Le texte est de vous, hein. Voilà. Alors ça montre bien le travail qu'a fait Eiffel à travers le monde. Par exemple, ici, vous avez
Panama. Hein, c'est lui qui a imaginé les premières Passionnant. écluses du travail de Panama, mais aussi la Tour Eiffel, lui aussi, évidemment, la famille. Hein, La famille, la famille ouais, est représentée. ouais. Alors, c'est dessiné, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est bien dessiné parce que vous avez les costumes d'époque. C'était assez difficile à réaliser ça. Et je crois que ça a été fait assez bien. Alors, la construction de la tour, évidemment. C'est ça. Avec les ouvriers, 250 ouvriers, dont une majorité d'Italiens, travaillent toute la semaine sur le montage de l'édifice, quelles que soient les conditions météorologiques. La seule chose qu'ils demandaient, c'était qu'ils ne boivent pas d'alcool, pour éviter de tomber. Ça a été respecté, Ça a quand été même. respecté, oui. Il n'y a pas eu d'accident pendant la construction. Alors, la dédicace. Alors, la dédicace, La voilà. dédicace. Alors, je mets à vous, madame, à la radio. À moi et à Mandara TV. Alors, à madame Chen. Hein, Oui, et ça. à Mandara TV. Voilà. Toute l'équipe de Et Mandara TV toute qui l'équipe. travaille derrière la caméra. Voilà, que je remercie d'ailleurs. Oui, on Ils vous sont remercie, remarquables, hein, tout messieurs, à fait. dames. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Parce que moi, je ne suis quand même pas celui qui a construit la Tour Eiffel. Mais enfin, Mais vous c'est un en grand perpétuez plaisir. Voilà, la j'essaie mémoire. de À bientôt. À bientôt et merci.